Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. On vous découvre ce matin dans votre maison qui n'est pas loin du lycée de Côte-d'Ivoire-Copé. Dites-nous un peu comment vous passez vos journées à la maison. Parlez-nous un peu de vous, de votre quotidien. Non, mais vous savez, je suis un responsable politique, donc je ne passe pas ma journée à la maison. Je passe ma journée entre la maison, le siège du parti et mes bureaux qui sont différents du siège du parti pour me permettre de recevoir dans le calme, de réfléchir dans le calme, et loin du tumulte du siège du parti avec les militants et tout ça. Donc j'ai des journées très longues, mais bon, quand vous voulez faire de la politique, vous êtes obligé de vous soumettre à un rythme comme ça. Parce que quand on fait de la politique, on n'a pas d'heure. Quand quelqu'un vient de Sinkassé et qu'il veut vous voir, même si vous êtes mécontent parce qu'il est venu à une heure où vous auriez souhaité vous reposer, vous serez bien inspiré de ne pas manifester des approbations et de rester calme pour le recevoir, parce que vous demandez aux gens de militer avec vous. Il faut que de temps en temps, quand les gens veulent vous recevoir, vous les receviez avec la gentillesse, même si des fois vous n'êtes pas content. C'est beaucoup de sacrifices alors. Mais c'est la vie politique qui est faite de cela. La vie politique, c'est très difficile en Afrique, au Togo, surtout dans l'opposition. J'ai l'habitude de dire que je suppose que quand on est au pouvoir et qu'on est sérieux, on est légitimement installé au pouvoir, on a aussi des difficultés parce que les besoins sont immenses. Mais dans l'opposition, c'est très dur. Vous pouvez y laisser votre peau. Vous pouvez, si vous êtes faible, vous laisser corrompre. Donc l'opposition, je dis, n'est pas une sinécure, c'est un sacerdoce en Afrique. Et particulièrement au Togo où c'est plus dur, c'est plus brutal, c'est plus violent, c'est en même temps violent et sournois. C'est très difficile au Togo. Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous êtes le chef de file de l'opposition et ce qui est en date par rapport à l'actualité, c'est votre rencontre avec la commission de réflexion portant sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et vous, dans votre déclaration au sortir, vous réclamez toujours à ce que les choses soient faites par rapport à l'esprit et à la lettre de l'APG. Que reprochez-vous exactement à la commission sur les réformes? Tout. Je pense que, et j'affirme que cette commission, vous allez vérifier ça dans quelques mois, dans quelques semaines, cette commission est créée pour permettre l'enterrement, la mise à l'écart de l'APG et pour faire ce que Faure Gnassingbé veut. Faure Gnassingbé veut amener les populations togolaises à un référendum sur une nouvelle constitution qui lui permette de prétendre avoir effacé les mandats qu'il aurait fait jusqu'aux prochaines élections. Donc c'est l'objectif de Faure Gnassingbé. C'est ça qu'il a dans la tête. C'est la raison pour laquelle il met en place cette commission prétendument composée d'intellectuels qui n'ont rien à y voir, n'est-ce pas? Et donc c'est l'objectif qu'il poursuit. Et il faut que des gens sérieux, rigoureux comme nous puissent le dire. Sinon, vous savez, des fois au Togo, on voit les choses venir, on ne les dit pas pour plusieurs raisons. Soit on a peur, soit on n'est pas très courageux, ou bien soit on soutient le régime ou des choses comme ça. Mais il faut que des gens sérieux qui sont responsables et qui n'y ont aucun intérêt disent la vérité. Et la vérité, c'est que Faure Gnassingbé veut enterrer l'APG pour conduire le Togo à un référendum sur une nouvelle constitution qui lui permet de prétendre. Parce que même si on fait un référendum, ça n'aurait pas effacé les mandats que Faure Gnassingbé a déjà fait sous un autre régime. Juridiquement, le bon sens, pour moi, l'impose. Mais il s'entoure de ce prétendu juristes ou d'intellectuels qui racontent leur vie et qui disent que... Le principe de la non-rétroactivité. Non, je ne veux même pas parler de rétroactivité parce que ça aussi, moi qui n'ai pas fait du droit, mais qui ai un bon sens assez élevé, je comprends que ceux qui parlent de rétroactivité, y compris les juristes de mauvaise foi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je les renvoie à un avis du constitutionnaliste français émérite, qui malheureusement est mort il y a 2 ou 3 ans, Guy Carcassonne, qui, saisi par l'ancien Premier ministre du Sénégal, Idrissa Seck, sur cette question-là, a répondu que quand quelqu'un a fait un mandat, 2 mandats
et qu'une loi est prise pour dire que désormais on limite le mandat, le jour où la loi est votée, il est frappé. Pour la simple raison qu'il n'est pas propriétaire du mandat. Et il a expliqué que ceux qui parlent de rétroactivité ou de non-rétroactivité font preuve d'une méconnaissance de la notion de rétroactivité. Que la rétroactivité n'a rien à voir avec cela. Ou la non-rétroactivité. J'ai entendu des journalistes à la solde du pouvoir, des juristes à la solde du pouvoir parler de rétroactivité dans ce cas. N'invoquez pas la rétroactivité dans ce cas. Ça n'a rien à voir. La loi, lorsqu'elle est prise, elle frappe les gens qui sont concernés. Si on dit que si quelqu'un a fait 2 mandats, que la loi a été votée avant le début du mandat ou au cours du mandat, il est frappé. S'il a fait, le jour où il aura fini 2 mandats, il est frappé. La loi prend effet immédiatement. Et le jour même, à la minute même, à la seconde même où la loi est votée, elle frappe ceux qui sont dans la situation. Et pour la simple raison, explique Guy Carcassonne, que la personne qui fait le mandat dépend de la loi et n'est pas propriétaire du mandat. Il est soumis à la loi qui régit la fonction. Si le législateur dit que le Togo n'a plus besoin de président de la République, Monsieur Faure Gnassingbé ne va pas dire au moment où moi j'ai été élu, mais on sait qu'il n'a jamais été élu il y a 5 ans, la loi n'existait pas. Non, c'est une mauvaise compréhension de la notion de rétroactivité. Les gens qui ne cherchent pas à comprendre ou qui soutiennent le régime disent des bêtises. Donc je dis que, pour revenir à la question que vous m'avez posée, après ces explications, je vous dis simplement, nous avons reçu la commission, nous lui avons dit qu'elle n'a qu'à aller dire à la personne qui l'a créée que c'est elle qui est le problème, c'est-à-dire la personne qui a créé la commission. Vous parlez de Faure Gnassingbé, exactement. Bien sûr que c'est M. Faure Gnassingbé qui est le problème. Et que nous avons même hésité à les recevoir parce qu'on ne reconnaît pas la commission. J'ai dit, madame, j'ai failli, 1, ne pas vous recevoir, 2, vous recevoir seul en tant que président du HCRU. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas, je vais vous recevoir pour vous dire ce que je pense, parce que je n'ai pas peur de vous le dire. Et donc, on les a reçus. Donc, il ne s'agit pas pour nous de voir les choses et de dire autre chose. C'est notre vie. C'est l'intérêt du peuple togolais que nous défendons qui nécessite que nous soyons aussi clairs dans nos explications. Mais Madame Awanana, dans une lettre adressée à vous, dit compter toujours sur votre soutien. Il ne vous a pas échappé que je lui ai répondu que je ne comprends pas très bien ce qu'elle veut dire parce que je ne l'ai jamais soutenue. Et je lui ai dit à la fin de l'entretien que je lui parlais du rôle des élites dans la situation de l'Afrique. Que les élites africaines, les élites togolaises ont détruit l'Afrique, ont détruit le Togo par leur capacité là, comme je les vois là, on me dit professeur agrégé de ceci, ça n'a rien à voir. Si j'allais faire un mauvais jeu de mots, j'allais dire je ne vois pas le rapport. N'est-ce pas? Et je lui ai dit pour qu'elle comprenne bien ce que je pense de la commission, que les élites ont détruit l'Afrique par ce genre de démarche pour venir nous dire que ouais voilà, ils sont mandatés pour faire ceci. Non, on a dit ça n'a rien à voir. La PGL là, que tous ceux qui l'ont signé honorent leur signature, y compris les autorités togolaises. Nous allons honorer notre signature, mais que les autorités togolaises fassent leur part du contrat. C'est un contrat qui nous lie. Vous n'allez pas signer un contrat et après dire que bon, le temps a passé, maintenant les jeunes sont plus actifs, sont plus dynamiques. Vous allez invoquer des raisons qui n'ont rien à voir pour prétendre échapper au contrat que vous avez signé. C'est non. Vous avez vu tous les pays qui nous entourent et même d'autres pays un peu plus loin du Togo. Ils ont fait les conférences nationales, ils ont mis en place une transition, ils progressent quoi, dans la voie de la démocratisation. Le Togo n'a rien fait, des ruses et des ruses pour échapper à tout.
Pour le Togo n'a pas évolué en matière de démocratie pendant les 6 ans qu'il ait pu faire cette expérience. Comment expliquez-vous que la gendarmerie ait tenté de fracasser le crâne de l'un de vos collègues? J'ai vu les photos, il n'y a qu'au Togo qu'on voit ce genre de choses. C'est pour continuer à faire ça qu'ils ne veulent pas changer. C'est pour continuer à être au pouvoir, pour brimer les gens, pour avoir le pouvoir de faire ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'ils veulent rester là-bas. Et nous qui voulons vivre libre, nous sommes obligés de les combattre. Vous voyez, vous savez, les gens pensent que on veut le pouvoir. Non, on veut être libre. Après ça, ce que les Togolais voudront faire de leur souveraineté, à qui le peuple togolais veut confier le pouvoir, c'est une autre affaire. Mais que les Togolais confient le pouvoir à quelqu'un dans la liberté. C'est pas quelqu'un qui s'assoit là-bas, fraude aux élections, tabasse les gens et dit j'ai gagné les élections. Non. Et tant que nous aurons, Dieu va nous donner un souffle, le souffle de vie, nous allons toujours combattre ça. Alors Jean-Pierre Favre, avec ce que vous venez de sortir, je ne vois pas le rapport, Fonia Singbe qui essaie de répondre aux journalistes français, est-ce qu'on peut dire, avec tout ce que vous venez de dire, que Fonia Singbe est déterminé à s'éterniser au pouvoir? Fonia Singbe, avec beaucoup de ruse et avec l'instrumentalisation de la diversité ethnique, nord-sud au Togo, on ne dit pas suffisamment ces choses. Les Togolais, je ne sais pas s'ils ont honte de le dire, mais ils ne le disent pas suffisamment. Il y a un tel tribalisme au Togo que ça devient très inquiétant depuis très longtemps. L'instrumentalisation de la diversité ethnique, l'arbitraire, la ruse, tout ça mélangé. Fonia Singbe veut rester au pouvoir. Et vous savez, il a déjà fait quoi? Plus de 11 ans au pouvoir. 11 ans, c'est beaucoup. C'est pratiquement 3 mandats d'un président américain. C'est pratiquement 3 mandats d'un président américain. Le président américain fait 8 ans. Et personne ne dit que tel président qui a fait 8 ans n'a rien foutu. Non, on n'a pas besoin de 8 ans. D'autres ont fait 4 ans et ont laissé leurs traces dans l'histoire des États-Unis. Donc, il veut s'éterniser là-bas pour jouir du pouvoir, pas pour faire quelque chose. Et même s'il voulait faire quelque chose de bien, nous disons au Togo, on ne veut pas que quelqu'un fasse plus de 2 mandats. Que ça soit fait sous un régime ou sous une autre constitution, tout ça, c'est une autre affaire. Oui, vous avez adressé plusieurs courriers au chef de l'État, Fonia Singbe. Est-ce que pour vous, la réponse à ces courriers portant sur les réformes serait cette commission? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il va me recevoir pour que je lui dise ce que je pense, parce que la loi l'oblige à me recevoir. Je dis, nous les Togolais, on ne lutte pas avec rigueur. Vous voyez, Fonia Singbe a fait voter par sa majorité à l'Assemblée une loi portant statut de l'opposition qui, en son article 12, l'oblige à recevoir l'opposition, un parti qui le demande. Tout parti politique qui le demande. Et moi, la loi dit encore que je suis chef de file de l'opposition. Donc, j'ai doublement raison de lui demander de me recevoir pour venir lui parler de la vie de la cité. Et s'il refuse de me recevoir, il viole la loi. Il viole la Constitution en refusant de déclarer ses revenus, c'est bien. Il viole. Donc, mais nous voulons rester spectateurs devant la violation de la loi. Et quand quelqu'un parle, il dit que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Il y a des gens qui ont suffisamment d'audace pour dire que c'est un radical. Ces histoires de radicaux et de modérés, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Si nous sommes sérieux, nous n'allons jamais utiliser ce langage. Parce que c'est le colon qui a amené ça en Afrique. Dans les colonies, quand des gens disent nous voulons l'indépendance, on dit ah mais celui-là, c'est un extrémiste, c'est un radical. Et j'ai été très peiné dans les années 90 de constater que des gens se réclamaient eux-mêmes d'être des modérés. Alors que le radical, celui qu'on indexe comme radical, ne dit jamais je suis radical. Oui, effectivement, M. Jean-Pierre Favre, beaucoup d'observateurs, ou certains observateurs, je voudrais dire, disent que le radicalisme que vous pratiquez au sein de votre parti politique fait obstacle à certaines évolutions. Ça me fait rire, quoi. Ça, c'est faire preuve de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Il y a des gens qui disent, puisque celui qui a signé l'accord ne veut pas mettre en œuvre l'accord, trouvez un autre arrangement avec lui. Alors qu'en signant l'accord, nous avons déjà fait des concessions.
Nous avons fait des concessions. Ce n'est pas l'accord ne nous satisfait pas grandement, mais quand vous allez à des négociations, vous n'obtenez pas la totalité de vos revendications. Donc chacun fait une part pour aller vers le compromis. Donc l'accord est un compromis acceptable. Je vais vous faire un aveu. Je n'étais pas content de l'accord. Vous n'étiez pas content à la signature de l'accord politique global le 20 août 2006? Non, j'étais dans la salle. J'étais malheureux. J'étais là, je voyais que les gens du RPT étaient très contents. J'avais Classou à côté de moi qui me disait que c'est très bon. Je lui ai même pas répondu. Je bouillonnais à l'intérieur de moi. Ça veut dire que on a fait des concessions qui, à mon sens, n'étaient pas bonnes, mais c'est le passé. Mais le minimum que nous avons obtenu, on ne peut pas l'exécuter. Moi, je dis simplement que ces gens sont en mission commandée. Celui qui dit ça, soit il ne comprend rien à la politique, parce que vous croyez qu'au moment où nos grands-pères, nos grands-mères, nos pères luttaient pour l'indépendance, ils étaient plus forts que le colon? Non. Le colon était plus fort qu'eux, mais ils avaient le droit de leur côté. Et quand on lutte avec le droit de son côté, on avance. Vous savez, au moment des indépendances, le colon qui était très fort, vous êtes jeune, mais le colon a créé des partis. Le colon a introduit le tribalisme en Afrique et au Togo. Les histoires de nord, sud, tout ça, vous croyez que c'est tombé du ciel? C'est le colon qui l'a fait. Le colon a créé Union des chefs et des populations du Nord. UCPN. UCPN. Quand ceux qui luttaient pour l'indépendance utilisaient la loi et donc se rendaient aux Nations Unies, ce qu'on appelait le conseil de tutelle aux Nations Unies, mais le colon payait des voyages aussi aux gens de l'UCPN qui se rendaient là-bas. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Si vous donnez l'indépendance à ces gens du Sud, nous serons leurs esclaves. Donc, vous savez, quand on lutte, on lutte. On n'écoute pas les états d'âme de gens qui, souvent, sont de mauvaise foi. On n'écoute pas. On avance avec rigueur. Ceux qui sont de bonne foi, on les écoute. Des fois, s'ils ne comprennent pas, on leur explique. Mais celui qui est de mauvaise foi, vous ne pourrez jamais lui expliquer quelque chose. Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui chef de file de l'opposition, quelle est votre relation avec Maître Agboibo, Agboume Kodjo, Abbas Kaboua, Maître Apevo? La question que vous posez là est une question assez compliquée parce que vous me demandez quelles sont mes relations avec des gens. Représentants bien sûr de leur parti politique. Les présidents sont des présidents de partis politiques. Oui, je vais vous répondre. J'ai de bons rapports avec tous ceux qui luttent véritablement au sein de l'opposition. Luttent véritablement au sein de l'opposition. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'opposition est difficile. On peut vous tuer, on peut vous corrompre. Et en tout cas, c'est très difficile. Et donc, j'ai beaucoup de respect et de considération pour les gens qui sont dans l'opposition. Ceci dit, je dis que je ne me couche pas devant quelqu'un parce qu'il est dans l'opposition. Parce qu'il déclare qu'il est dans l'opposition. Non. J'examine ses actes et je note ce que si il est réellement sincère. Et j'évite toute proximité avec ceux qui, par outrance, vulgarité, incohérence, mythomanie, nuisent à l'action de l'opposition tout en se réclamant de cette opposition. Et donc, j'ai répondu à votre question. C'est à vous de voir. Mais ça ne fait rien, c'est ma réponse. Si parmi les gens que vous savez citer, certains sont réellement dans l'opposition, s'ils sont tous dans l'opposition, j'ai de bons rapports avec eux. Si certains ne sont pas de l'opposition et qu'ils prétendent être de l'opposition, je n'ai pas de bon rapport avec eux. La dernière fois que vous avez contacté Maître Agboibo ou Agboume Kodjo, c'était quand? Vous savez, il y a des choses que je ne veux pas dire. Je ne veux pas parler avant que les choses soient. Mais
puisque vous me posez une question que je n'ai pas pour habitude de me dérober devant les questions, j'ai parlé avec Maître Agboibor, soit la semaine dernière ou soit la semaine d'avant. Et Agbemé Kodjo? Il y a très longtemps. Dans la même logique, la dynamique effervescente qu'on a eue avec l'opposition en 2012 et 2013 est presque morte selon beaucoup d'observateurs. Il faut travailler pour qu'elle revienne. Mais pourrait-on espérer voir la renaissance de cette dynamique avec le groupe des 6 ou avec cette main tendue qu'a faite Nicolas Lawson? Nicolas Lawson, j'ai discuté avec lui 2 fois après avoir reçu sa lettre. J'étais en France. J'étais pas là quand la lettre a été déposée à l'ANC. Et quand je suis rentré, j'ai pris contact avec lui. On s'est déjà vu 2 fois. Moi, si quelqu'un veut lutter, je lutte avec lui. Mais je ne lutte pas avec tous ceux qui prétendent lutter. Sinon, je vais amener dans mon camp celui qui va me poignarder. Vous savez, quand on se respecte, et qu'on est sérieux et que on tire les leçons du passé, il y a des attitudes qu'on n'a plus. Et vous pouvez comprendre ça, non? Je crois que ça n'est pas compliqué. Et vous venez de citer toute une liste de personnes. À vous de voir. Alors, Jean-Pierre, vous avez derrière vous les élèves avec le système éducatif qui bouge. Ça vous dit quoi quand vous entendez tous ces cris pour ces jeunes? Ah, mais j'ai de l'espoir. Sinon, je ne serais pas dans la lutte depuis longtemps. Il y a beaucoup. Quand nous avons commencé, certains sont morts, certains sont fatigués, etc. Je dis toujours, une lutte rigoureuse réussit toujours. Pour moi, il faut rapidement, puisque vous me parlez de ces jeunes, que ceux qui sont au pouvoir actuellement quittent le pouvoir. Pour que ces jeunes-là aient un avenir certain. Sinon, on déverse chaque année sur le marché de l'emploi des gens qui sont diplômés et qui n'ont pas une bonne formation, des gens qui sont diplômés mais il n'y a pas de travail pour eux, des gens qui n'ont aucune formation, des jeunes, tout ça parce que le système est à l'abandon. Il y a des réformes profondes à faire au Togo. Une fois, j'ai rencontré dans un hôtel à l'extérieur du pays, je crois l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Et je crois qu'à l'époque, il était président de l'université de Kara ou quelque chose comme ça. Il s'est présenté à moi, je ne le connaissais pas. Il y avait une délégation de Togolais dans l'hôtel. On s'est vus, on s'est salués. Ils étaient là pour le renouvellement du poste du secrétaire général du CAMES. Et donc, on s'est salué, on a parlé, et puis bon, il s'est présenté. Et puis je lui ai dit, monsieur, comment expliquez-vous la situation actuelle de délabrement de l'éducation nationale? La question était donc à M. Tchakpele. Et donc, il me dit, ah ouais, mais que c'est une mauvaise planification. Je n'oublie pas la réponse, parce que je lui ai répondu, mais qu'est-ce qui empêchait de planifier? Quand moi je passe, je vois des jeunes assis sur des troncs de bois, sous des arbres. Mais vous n'imaginez pas ce qu'il y a au Togo, hein? Quand on est à Lomé ou bien dans la banlieue de Lomé ou dans les chefs-lieux de préfecture, sortez un peu de Lomé ou sortez un peu des chefs-lieux de préfecture. Vous allez pleurer. Pleurer. Il vous est arrivé de pleurer aussi? Ah, il m'est arrivé la nuit de me dire, ce n'est pas possible que les Togolais soient dans une situation aussi misérable. Et de dire, il faut libérer vite ce pays. Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas là, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand le chef de l'État a dit lui-même, sans y être contraint, qu'une minorité s'accapare des richesses de la majorité ou du Togo, quand il a dit ça, il a tout dit. Ils sont là pour s'accaparer des richesses. Il fait partie de cette minorité. Et donc, ils sont là pour ça. Oublions, ne nous laissons pas piéger par les petites choses. On dit on a construit un aéroport. Oh, il y a des pays africains qui ont construit ça depuis longtemps et qui ne sont pas mieux que le Togo. Ouais, tous les Togolais ont droit à de l'eau partout, de l'électricité, des routes pour que les paysans puissent amener leurs produits au marché. Et toutes ces choses, on ne se les fait pas. Et ceux qui sont victimes de ça, eux-mêmes, on a l'impression, ils applaudissent. Ah, on a des routes. Mais quelles routes?
sont les routes? Dites-moi, où sont les routes? Moi, je dois faire 3 minutes, 4 minutes pour rejoindre le goudron. En principe, j'ai droit à ce que le goudron passe devant ma maison. Hein? Cette maison-là, elle a été construite par mon père depuis 65 ans. Nous sommes l'un des premiers du quartier. Cette école-là, je joue au football là-bas. Bien avant l'indépendance du Togo. Mais bien sûr, je dis 1952. Cette école, c'était la brousse. C'était la brousse. On l'a transformée, donc c'était une place publique, c'était la brousse. Une réserve administrative qui a été transformée en 72 en CEG Ronkwacha. Ça veut dire, vous appelez ça comment? Des clés? Des clés. Et pendant longtemps, c'était des clés. Progressivement, ils l'ont transformé en collège, Kodou Akopé, ensuite, depuis 3 ans, lycée de... Bon, toutes ces choses, qu'il y a des élèves, qui, vous entendez, ils sont plus de 70, 80 dans une salle. Le professeur qui doit corriger 80 cahiers, 80 copies, s'il n'est pas sérieux, il va mal corriger, il va rien. Il enseigne là-bas, les élèves parlent, vous crient. Non. Moi j'étais en terminale au collège Saint-Joseph en 70. On était 17 ou 18. En terminale C, on était 17 ou 18. Donc, pourquoi on n'a pas planifié les choses? Pourquoi on a laissé la situation se détériorer jusqu'à ce que, par rapport à l'évolution démographique, on soit incapable de construire des écoles? Hein? Que des élèves qui s'assoient sur un tronc d'arbre. Croyez-vous que lorsqu'il a mal, il commence à avoir mal au dos après 45 minutes, toute la journée, il puisse suivre le maître? Non. On ne s'indigne pas suffisamment. Ce n'est pas parce que je suis extrémiste, radical, ou que je veux prendre la place de Faure Gnassingbé que je trouve que c'est mauvais. Je trouve que c'est mauvais parce que c'est mauvais, que tout le monde doit s'indigner. Jean-Pierre Fabre, puis votre scission avec l'Union des Forces de Changement, est-ce que vous avez eu à rencontrer J.K. Solembio? Je l'ai rencontré dans des, on va dire, des obsèques, des lieux d'obsèques, des lieux de funérailles. 1 ou 2 fois, on s'est serré la main, on s'est dit bonjour et puis on est passé. On n'a pas de discussion proprement dite. Mais bon, j'ai des relations pratiquement inexistantes puisque je ne se rencontre pas ailleurs que, comme je vous l'ai dit, dans ces lieux-là. Et je dis bonjour et puis je passe. Est-ce que pour vous, J.K. Solembio, dans tout son parcours politique, vous pensez qu'il a un certain mérite? C'est assez difficile. Il vous a déçu, c'est ça? Très profondément. Donc je vais essayer de répondre à la première question, est-ce qu'il a un mérite? Je ne sais pas, vous savez, pendant un moment, il était un opposant farouche. Quand on est un opposant farouche... Comme vous aujourd'hui? Ouais, bon. Quand on lutte, on atteint l'objectif. Quand on n'atteint pas l'objectif et que, pour une raison, on a envie de décrocher, on ne va pas pactiser avec le système qu'on a combattu. Pour moi, c'est une très mauvaise chose. Et c'est un très mauvais signal, c'est quelque chose qui a démotivé, démobilisé les populations parce qu'elle a discrédité l'opposition et qu'elle a sali, terni l'image de l'opposition. Vous venez de parler de mobilisation. Si nous peinons à mobiliser, une des raisons, c'est ça. Comprenez? Parce que les gens se disent, si Jésus-Christ l'a fait, Fabre peut le faire. C'est différent. Fabre, c'est autre chose. Fabre, c'est Fabre. C'est tout. Donc, alors, je reviens à votre interrogation. Est-ce qu'il m'a déçu? Je retourne à la réponse à la première question. Je dis que
avant de t'engager dans une lutte, tu évalues la situation. Si la lutte dure 50 ans, tu es dedans et tu réussis. Est-ce que vous croyez que Nelson Mandela, ce n'est le Nelson Mandela aujourd'hui, une icône du monde entier? Si en 91, pendant les négociations, il avait accepté les conditions du système de l'apartheid, parce que qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? On va vous libérer, mais vous promettez, vous prenez l'engagement de ne plus faire de la politique. Vous avez suivi les discussions et il a dit c'est non. Il a dit non seulement je vais faire de la politique, mais l'apartheid, elle va disparaître et c'est one man, one vote. Croyez-vous qu'aujourd'hui le monde entier serait là si Nelson Mandela, écoutez-moi, avait signé un accord avec le système de l'apartheid, un accord qui, au terme duquel le système de l'apartheid demeure. Pendant qu'il est là, il sillonne, il fait le malin, il se promène, et l'apartheid demeure. Croyez-vous qu'il serait le Nelson Mandela qu'on connaît aujourd'hui? Non. Alors, vous voulez que moi je dise que M. Gilles Christ Olympio, qui a signé un accord, qui a permis le maintien du système en place, qu'est-ce que vous voulez que je dise de lui? Je ne veux pas dire de mauvaises choses sur lui, mais écoutez, je ne veux même pas dire qu'il m'a déçu. Il a plus fait que me décevoir. Selon des informations reçues, il serait lui-même aujourd'hui déçu. Je n'en sais rien, il fallait y réfléchir, il fallait y penser. Bon, vous savez comment les Français disent pour répondre à ce que vous venez de dire, ça nous fait une belle jambe. Ça veut dire, sa déception, qu'est-ce que ça apporte aux Togolais? S'il est déçu, il est déçu, il n'a qu'à le faire savoir et dire je me suis trompé. Ça peut peut-être relancer la lutte. Je me suis trompé, ces gens-là ne sont que des farceurs, ils m'ont trompé. Bon, on va se dire que bon, on ne trompe que celui qui veut être trompé, mais bon, on va dire voilà quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Mais s'il se tait et reste dans son coin et dit je suis déçu, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne sais pas s'il est dessus ou non, puisque je ne l'approche pas. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous seriez resté à l'Union des forces de changement aujourd'hui, on aurait passé une première étape de l'alternance au Togo? Mais je vais rester dans l'Union des forces de changement lorsque celui qui dirige est allé signer un accord sans me prévenir. Pourquoi on dit des choses comme ça au Togo? Nous sommes dans un parti qui n'est la propriété de personne. Il y a un organe de décision qui est le Bureau national. Le président du parti est le président du Bureau national. Ça veut dire que il porte les débats, les décisions prises par le Bureau national. Il ne porte pas ses propres décisions. Ça n'a rien à voir, ça ne nous regarde pas. Ce qu'il pense, mais c'est les débats au Bureau national qui permettent de prendre une décision. Lorsque la décision est prise, c'est à lui d'incarner cette décision. Mais il ne peut pas aller faire quelque chose tout seul, sans nous consulter. Et puis après, on va dire que Jean-Pierre Fabre serait resté. C'est non. Il a fait ça, on a dit, mais tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Statutairement, tu ne peux pas le faire. On te renvoie. Vous avez bien vu qu'on l'avait destitué. Mais comme il était l'allié du pouvoir, on a fait un congrès, vous avez suivi, on nous a empêché de faire le congrès, on a fait le congrès quand même. On est allé déposer les dossiers. Le ministère de l'administration territoriale a refusé de prendre les dossiers. Et devant cette situation, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut perdre son temps à se battre pour la possession de l'UFC? Ou bien, si nous savons que l'UFC, c'est nous, la substance de l'UFC, c'est nous qui avons donné à l'UFC la substance. Si nous sommes sûrs de nous, si nous ne trompons pas les populations, si l'UFC c'est nous, mais nous allons démontrer que l'UFC c'est nous. Allons créer un parti. Nous tous qui sommes contre, tout le monde était contre. On a consulté toutes les fédérations. Bon, il y a une fédération qui est la fédération de Thône, à qui il a été promis de donner un poste de directeur de cabinet à son président fédéral, qui a accepté.
En dehors de la fédération de Tôle, toutes les fédérations étaient avec nous. À partir de ce moment-là, nous étions sereins. Nous avons désavoué la signature d'un accord qui a été fait dans notre dos. Et donc, on a avancé. On ne pouvait pas demeurer dans l'UFC. Dès lors que le pouvoir ne voulait pas que nous que nous contrôlions l'UFC. Cette question me brûle les lèvres. Selon des informations, vous avez participé à plusieurs rencontres, des discussions à Accra sur la question. C'est faux. Vous savez, je ne sais pas pourquoi on dit beaucoup de bêtises au Togo. Nous, les Togolais, et je vous dis, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est dans cette situation depuis plus de 50 ans. Hein. On a les mêmes qui nous oppriment. On n'arrive pas à les faire partir parce qu'on ment beaucoup. On aime écouter les mensonges. Si quelqu'un vient te voir, te dit quelque chose qui ne tient pas debout, dis-lui tu mens. Au lieu de passer ton temps à dire que... Tu dis une contre-vérité. Ouais, non, au lieu de passer à croire ce que la personne dit, en sachant que ça ne tient pas debout. Nous, Togolais, peut-être moi-même je suis dedans, nous, Togolais, je fais partie de ceux qui font ça, mais j'ai le courage de le dire, nous n'aimons pas la vérité. La vérité tout cru. Ouais, c'est cru, c'est droit, c'est net, c'est juste, il faut le dire. Il faut le dire. Si, avec la vérité, je vous dis que ce régime ne mettra pas beaucoup de temps. Parce que la vérité, c'est Dieu. Dieu, c'est la vérité. Dieu soutient la vérité. Dieu soutient les démarches justes. Dieu soutient tout. Les démarches sinusoïdales, comment on dit? C'est un certificat quoi? Oui, bon, les démarches là, ça n'a pas l'accord de Dieu, donc on tournera en rond. On ne dit pas la vérité. Je reviens à votre question. On a participé, je n'ai participé à rien du tout. Aucune réunion à Accra avec Gilles-Christ Olympique. Pas du tout, c'est une blague. C'était Didio. Quoi? C'était Didio. Mais Santé Didio, on a échoué, pourquoi? J'étais à Santé Didio, le premier Santé Didio. J'y étais pas. Après j'ai dit, je n'irai pas à Santé Didio. Parce que si vous allez accepter quelque chose, non, si Gilles Christ, il faut y aller parce que les gens disent que c'est toi, tu ne veux pas. Je suis allé, et on a discuté, on a refusé tous. Et on a discuté de quoi? Dites-nous. Les réformes. On parle. La question à oui, c'est les réformes. Vous croyez que moi je vais aller participer à quoi? Aller participer à des accords dans le dos du peuple togolais? Non, jamais. C'est les réformes. Donc quand on parle de réformes, j'ai entendu dire Jean-Pierre Fabre ne veut pas. Tout ça, ce sont des blagues. Minoto Nyao, les Togo là. Dites la vérité. Et ça va nous dégager. On était à Santé Didio. Ils n'ont pas voulu faire ce qu'on a demandé. Les réformes, ceci, réforme, ceci, réforme, ceci. La dernière séance a duré. On a commencé à 14h, on a fini à 5h du matin. Puis on est retourné prendre notre avion pour Paris. Non, parce qu'on a dit c'est fini. Non, vous ne voulez pas, on tourne en rond depuis 3 jours. C'est fini. J'étais là. Donc, je n'ai participé à aucune rencontre, ni à Accra, ni à Paris. Alors, pour aboutir à la signature de l'accord RPT-UFC. Jamais. Non. Moi, après les élections, mais Jésus-Christ était à Paris, j'étais à Lomé. Et on marchait, si vous vous souvenez. On faisait des marches. Je ne me suis pas déplacé après les élections pour aller à Accra ou pour aller à Paris. Où est-ce que je vais rencontrer Gilles Christ pour discuter de ça? On dit beaucoup de bêtises dans ce pays. Alors Jean-Pierre Fabre, vous avez une ligne vérité comme vous le dites. On sait que la politique c'est l'argent, on sait que la politique c'est la diplomatie, c'est la géopolitique, c'est la corruption comme vous venez de le dire. Est-ce qu'il n'est pas arrivé que Fonia Singbe vous appelle ou d'autres personnes vous appellent pour proposer un poste de Premier ministre ou des mallettes n'auraient jamais circulé devant vous? Vous savez, si je ne faisais pas de politique, je vous aurais brutalisé. Mais bon, je ne vais jamais brutaliser quelqu'un. Mais je dis simplement, cette question est de la provocation. Vous savez, la dernière fois j'ai rencontré Fonia Singbe 2 fois. Et les 2 fois, c'était à ma demande. Je lui ai écrit pour lui dire,
Et il m'a même dit à l'époque, le décret d'application de la loi portant statut de l'opposition n'avait pas été pris. Puisque le décret a été pris en janvier 2016. Moi, je l'ai rencontré en 2014, 2 fois, le 15 mars et le 22 ou le 21 novembre. Je n'étais pas seul la première fois, alors que c'est à ma demande. Je peux y aller seul. Et j'étais la première fois avec Zeus à Javon, à Bichessa et Gogué. La deuxième fois, j'étais avec Brigitte à Diamagbo et à Bichessa. Et la première fois, il m'a dit, oui, je devrais vous recevoir régulièrement, dans sa tête, en tant que chef de file de l'opposition. Parce que je lui ai écrit en tant que chef de file de l'opposition. Une institution de la République. Oui. Bon. Et donc, la deuxième fois, non, peut-être la première fois, j'avais pris ma serviette dans laquelle j'avais un mémo que je devais remettre au chef de l'État. Et donc, quand on allait, je sors de ma voiture, Zeus me dit que, hey, Jean-Pierre, il faut laisser ta serviette là parce que les gens vont dire que tu vas prendre de l'argent. Je dis, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis avec vous. Si je prends de l'argent, allez me dénoncer. Mais jamais, pendant les discussions, je n'ai quitté Fort Gnassingbé pour aller... Alors que j'aurais pu, à un moment donné, j'aurais pu dire, s'il vous plaît, on va se dire quelque chose entre 4 yeux. Hein? C'est possible. C'est possible. Mais le Togo étant ce qu'il est, je ne peux pas le faire. Donc, on est revenu. Ça n'a pas manqué. Les gens disent, il est allé prendre de l'argent. Bon. Après, j'ai entendu dire, après les élections, on lui a donné de l'argent pour que... Mais je n'ai jamais pris un centime de quelqu'un. On dit que, voilà, j'ai pris de l'argent Fort Gnassingbé. Non, jamais. Et d'ailleurs, je crois que je ne dois même pas répondre à ces questions-là. Parce que c'est comme si j'ai peur de quelque chose. Moi, je sais que ceux qui me connaissent savent que, bon, si je le fais, de toute façon, je ne peux pas regarder, je ne peux pas continuer en gardant moi-même ma dignité comme ça. Là. J'aime, dans ma pauvreté, dans ma situation, être fier, marcher en bombant le torse, en sachant que je porte des idées, que je m'en fous, que ce n'est pas à cause de ma richesse matérielle que les gens m'écoutent, mais à cause de la confiance qu'ils font dans ma capacité à les amener au succès dans la lutte que nous menons. C'est tout. Je suis fier. Et je ne suis pas, je ne vais pas prendre de l'argent par-ci, par-là. Non. Si j'avais pris de l'argent, je serais allé... Bon, vous savez, une fois, j'allais à Dani. C'était je ne me souviens plus du nom. C'est très dangereux. C'est très dangereux. La route. Ouais. À un moment, j'ai dit, on descend. Mais on ne pouvait même pas descendre. Et impossible de monter et impossible de descendre. De retourner. Je regarde à gauche, c'est l'abîme. Bon, à droite, c'est la montagne. Mais on ne peut pas... La route est si étroite qu'on ne peut pas faire des manœuvres pour faire demi-tour. Et je me dis, mais si tu prends de l'argent et tu fais ces conneries, tu vas mourir. Va dormir pour... Si tu prends de l'argent, au moins si j'avais pris de l'argent, je serais en train de dormir. Je ne risquerais pas ma vie parce que je ne vais pas dépenser l'argent. J'ai entendu quelqu'un une fois qui dit à un de mes amis qu'au moment où je te parle, j'étais à Tapamé, mais il dit qu'au moment où je te parle, Jean-Pierre Fabre est à l'aéroport. Avant la personne me dit, non, je suis avec lui à Tapamé. Là, il dit, non, je te dis, il est à l'aéroport, il va à Paris pour aller toucher l'argent que Faure a mis dans son compte. Et je dis à la personne, tu vois comment il est bête, celui qui te dit ça. Mais si Faure met de l'argent dans mon compte, si je suis normal, j'ai fait un appel de fonds de ma banque ici. Et
l'argent sera à ma disposition à Lomé. Je n'ai pas besoin de voyager. Si l'avion fait un accident, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de nuire. Mais, vous savez, moi Jean-Pierre Fabre, on dit avoir le cuir épais. Ça veut dire que j'ai une peau d'éléphant ou de rhinocéros. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Est-ce que vous avez constaté que les manœuvres de déstabilisation dont j'ai été l'objet, est-ce que ces manœuvres m'ont affecté? Est-ce que vous avez constaté que ces manœuvres ont affecté ma lutte? Non, j'avance. Ceux qui veulent croire les choses bidons que mes adversaires de tous bords, et leur disent... Précision. Parce que malheureusement, les adversaires sont de tous bords. Je dois dire ça, je dois à la vérité de dire cela. Et donc, ça ne m'affecte pas. Je sais que Dieu va nous guider jusqu'à la victoire. Et je ne doute pas de cela. Je suis serein. Les gens qui pensent m'attendre quelque part, quand ils disent ça, disent que Fabre a pris de l'heure, mais je ne suis pas incohérent. Est-ce que vous avez vu que je suis incohérent dans ce que je fais? Non, je ne vais pas faire preuve d'incohérence. Si j'avais pris de l'argent, vous allez constater des bégaiements par-ci, des hésitations par-là. Vous ne serez jamais allé à Dany. Ah non, je vivrai tranquillement avec l'argent. Et tous les problèmes que j'ai avec mes voitures qui tombent en panne régulièrement, me font honte, tombent en panne dans la rue, etc. Je ne les aurai pas. Mais bon, on est là. Vous savez, je dis que il faut avoir confiance en soi et dans le génie du peuple togolais. Le peuple togolais, il est comme ça. Il donne l'impression, peut-être, d'être amorphe, mais c'est nous les hommes politiques qui avons dilapidé sa disponibilité. C'est nous les hommes politiques qui avons dilapidé sa disponibilité. Nous n'avons pas bien utilisé au moment opportun la disponibilité populaire. Maintenant, il va arriver, le peuple est là, regarde, scrute l'horizon. Il va arriver un moment où il va se lever. Et ça sera le moment de Dieu. Ok, alors Jean-Pierre Fabre, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Quelques mots pour conclure? Je dis simplement que je crois au génie du peuple togolais qui sait que le moment venu, il doit se mobiliser pour faire partir le système en place, qui n'œuvre pas à son bonheur. Et donc je lui fais confiance, je lui lance un appel pour que cette mobilisation ne tarde pas trop, parce que les gens sont désespérés. Et ce désespoir pousse à toutes les attitudes. Mais je fais confiance au génie du peuple togolais. On peut vous espérer en 2018 et 2020? Il faut travailler, nous continuons de travailler. Je dis qu'on manque de moyens pour lutter, mais avec le peu de moyens que nous avons, on va avancer. Merci à vous, monsieur Jean-Pierre Fabre. Je vous en prie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.